Merci, je suis très content de revenir à Cologny et de retrouver toutes tes collaboratrices et collaborateurs. Alors, quand aujourd'hui on cherche le Neveu de Rameau dans une librairie allemande, on tombe sur un volume qui circule parmi vous, où Ramos Neffe est l'œuvre de Goethe. Alors, quand on regarde en tout petit en dessous, ein Dialog von Denis Diderot, übersetzt von Goethe. Mais ce qui saute aux yeux, c'est Goethe, Ramos Neffe. Et on a en effet le cas d'une totale appropriation d'un texte par un autre écrivain qui l'a transposé dans sa langue et qui a donné même son titre à une œuvre qui, j'en dirai deux mots tout à l'heure, sur les manuscrits, s'appelle en général Satire seconde. Diderot avait imaginé différents autres titres, mais le Neveu de Rameau n'était que l'un parmi d'autres. Je cite Goethe. Il est possible que cette citation soit sur une des vitrines de l'exposition. J'ai vu rapidement, je ne suis pas certain. Jamais rien ne m'avait paru plus hardi et plus retenu, plus spirituel et plus osé, plus immoralement moral. C'est pourquoi je me décidais très volontiers à le traduire. Et de cette traduction, il dira également « J'y ai mis toute mon âme ». Alors, on connaît bien d'autres rencontres littéraires, morales, entre deux écrivains. On peut penser à Baudelaire et Poe. Mais lorsque Baudelaire transpose Poe en français, Poe est déjà imprimé en anglais. Alors que là, Goethe ne fait pas que traduire un texte de Diderot, il révèle au public européen une œuvre qui était inédite, mais dont personne n'avait entendu parler. Et, je répète, il lui assigne un titre qui, désormais, est celui du texte. Pour essayer de comprendre un peu mieux cette relation, il faut approfondir la question des manuscrits de Diderot, de leur dispersion, de leur circulation. Et également rappeler le succès de Diderot outre-Rhin, avant même Goethe. Si on remonte un demi-siècle plus tôt, le jeune Diderot, pour la lettre sur les aveugles, est emprisonné au château de Vincennes. Et après quelques mois, il est libéré sur la promesse de ne plus jamais rien publier, c'est-à-dire de ne plus jamais rien imprimer, de contraire aux bonnes mœurs et à la religion. Et d'une certaine manière, en jouant sur les limites bien sûr, d'une certaine manière, il respecte sa promesse parce qu'il répartit son œuvre entre des textes qu'il donne à l'impression, c'est l'encyclopédie, c'est son théâtre, et qui sont relativement acceptables par le pouvoir. Pour l'encyclopédie, c'est en effet la limite. Deuxièmement, des textes qu'il écrit et qu'il diffusera, mais sous forme de manuscrit, donc à quelques exemplaires. Et enfin, un troisième cas, c'est le Neveu de Rameau. C'est un texte qu'il écrit, qu'il conserve et dont il ne parle à personne et qui ne connaît aucune diffusion avant l'intervention de Goethe. Si Diderot a pu écrire des textes et les diffuser sous forme manuscrite, c'est grâce
là encore, à un Allemand, un jeune Allemand installé à Paris, Melchior Grimm, qui n'a rien à voir avec les frères Grimm de la génération suivante. Melchior Grimm vivait à Paris et composait un périodique manuscrit qui était recopié selon les époques à une dizaine, une douzaine d'exemplaires et qui était envoyé toutes les quinzaines aux abonnés qui étaient les têtes couronnées d'Europe et en grande partie les princes allemands, au premier rang duquel Frédéric II. Il y avait aussi Catherine II à Saint-Pétersbourg, le roi de Suède, enfin, les princes éclairés du nord de l'Europe. Grimm est devenu l'ami de Rousseau et, par Rousseau, de Diderot. Et la correspondance littéraire a été pour Diderot un moyen de diffuser son œuvre. Vous voyez, j'oppose diffuser à imprimer. C'est-à-dire faire connaître son œuvre, mais dans un milieu très restreint, parce que dans la correspondance littéraire, il ne risquait aucune censure. Et les exemplaires de ce périodique partaient à travers l'Europe dans les voitures diplomatiques, enfin dans les voitures des ambassadeurs. Et donc, il était totalement libre. Et c'est ainsi qu'il rencontre des salons, ces fameux 9 salons de peinture, pour la correspondance littéraire, et qu'il a une liberté de ton pour juger les peintres qu'il n'aurait jamais pu avoir s'il avait écrit pour un journal imprimé et lu par les artistes eux-mêmes. Et c'est à la correspondance littéraire qu'il donne également ses romans, La religieuse, critique d'une institution catholique comme les couvents qui ne pouvaient pas être publiés, qui ne pouvaient pas même être connus en France, mais qui fait la joie des princes réformés et de Catherine II, qui est convertie à l'orthodoxie. Il donne également à la correspondance littéraire Jacques le Fataliste, qui est un texte également évoquant les amours, en particulier les amours de Jacques et celles beaucoup moins florissantes de son maître, qui pouvaient choquer, mais qui passent dans la correspondance littéraire. En revanche, le neveu de Rameau, lui, n'est pas donné à la correspondance littéraire et, je le répète, il y a là un texte où il évoque toute une série de personnages vivants qui lui semblent non seulement impubliables, mais même d'une certaine manière non diffusables dans un périodique manuscrit comme la correspondance littéraire. Alors, cette dispersion de son œuvre donne une importance particulière aux collections de manuscrits qu'il organise à la fin de sa vie. Il consacre ses dernières années à prévoir son destin posthume, puisque, encore une fois, les 2/3 de son œuvre ne sont pas encore imprimés. Une première collection, la plus belle, la plus soigneuse, est préparée pour Catherine II, puisqu'elle a acheté la bibliothèque de Diderot. Elle lui a richement payé sa bibliothèque et on conçoit qu'au cœur de cette bibliothèque, il y a les œuvres mêmes manuscrites du maître. Dès sa mort, les livres partent à Saint-Pétersbourg, où ils sont restés et ils n'ont pas bougé malgré
les changements de régime. Le premier d'ailleurs étant le passage de Catherine II à son fils Paul. Les rapports étaient exécrables entre les deux, et il a un peu bousculé les livres de Diderot qui ont été dispersés dans la bibliothèque, et on n'a pas encore reconstitué la bibliothèque même de Diderot. En revanche, les manuscrits ont été respectés, ils ont été reliés, mais on les trouve toujours à la Bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg. La seconde collection est préparée par Diderot pour sa fille, Angélique, qui est devenue Madame de Vandol. Monsieur et Madame de Vandol prévoient une édition de ses œuvres du père, mais Monsieur de Vandol est devenu un grand industriel, un très riche industriel, grâce d'ailleurs à l'aide de Denis Diderot, il a profité des relations de son beau-père. L'écart idéologique entre le philosophe Diderot et Monsieur et Madame de Vandol va en se creusant. Le petit-fils, ça c'est assez touchant, qui avait quand même presque 10 ans à la mort de son grand-père, son petit-fils va devenir un député, puis un pair de France royaliste. Là, on a en 2 générations un changement radical, ce qui explique peut-être que les Vandol n'ont pas publié les œuvres du père et du grand-père. Ils ne l'ont pas fait également à cause de la 3e collection que Diderot avait préparée pour Naigeon, qui est son secrétaire, un collaborateur en qui il a totale confiance, et un philosophe. Là, il y a une continuité idéologique entre Diderot et Naigeon, et c'est Naigeon qui s'est occupé de procurer la première édition des œuvres, pas encore complète. Et d'ailleurs, la page de titre dit œuvre de Denis Diderot, publiée pour la première fois en 1798. D'ailleurs, je dis des œuvres qui ne sont pas encore complètes, on peut même se demander, mais ça nous éloignerait d'une réflexion presque théorique, est-ce qu'on peut jamais publier des œuvres complètes d'un écrivain qui pense l'incomplétude forcée et choisie de toute écriture, et qui également pense l'éclatement, la discontinuité, et qui va jouer tout au long de sa vie, avant d'être traduit par Goethe, lui-même a été un traducteur de l'anglais, et en jouant sur la traduction, en ajoutant des notes, par exemple à Shaftesbury, c'est sa première grande œuvre, sa première œuvre personnelle, ce sont les notes à Shaftesbury. Et il a également accompagné une édition des œuvres de Sénèque, en écrivant une grande introduction biographique et philosophique sur Sénèque, et en ajoutant un certain nombre de notes, Naigeon en ajoutant d'autres, et bien fort celui qui aujourd'hui sait exactement ce qu'a fait Diderot, ce qu'a fait Naigeon, et ce qu'a fait le traducteur de Sénèque, qui est un troisième. Donc, un auteur qui, par principe, est toujours dans le passage et dans l'idée d'une écriture qui se perpétue, d'un auteur à l'autre, d'une langue à l'autre, d'une époque à l'autre. Donc, dans les œuvres de Denis Diderot publiées par Naigeon, on ne peut pas trouver le neveu de Rameau. Et c'est par l'Allemagne que va passer la connaissance de ce texte,
et ce n'est pas inattendu. Ce n'est pas le premier texte de Diderot qui est d'abord connu par l'Allemagne. Dans l'exposition, vous avez une vitrine, on vous rappelle que grâce à un autre ami franco-allemand, parce que suisse, alémanique, une époque où la Suisse alémanique était totalement, enfin, l'élite totalement bilingue, à Heinrich Meister, Diderot donne des contes qui sont publiés en français et en allemand en même temps que les idylles de Gessner, et avec des illustrations des contes de Diderot par Gessner. C'est-à-dire qu'à la fois il y a contraste entre le style de Gessner et le style de Diderot, mais il y a malgré tout une collaboration entre eux. Par ailleurs, la correspondance littéraire à laquelle Diderot a tellement collaboré et à laquelle il a donné La religieuse et Jacques le fataliste arrivait, parmi les différentes cours allemandes, arrivait à Weimar, où le jeune duc a une ambition culturelle et fait de Weimar une capitale européenne de la culture, inversement proportionnelle au territoire de son duché, qui ne deviendra grand-duché que plus tard. Donc vous savez tous beaucoup mieux que moi que le prince, donc, Karl August, a su attirer et retenir un certain temps Goethe, beaucoup mieux que Frédéric II l'avait fait avec Voltaire à Berlin ou à Potsdam, et Catherine II pour Diderot à Pétersbourg. Goethe est en dialogue avec Schiller, il est même rejoint à Weimar par Schiller, et l'un et l'autre, dans leur ambition de créer une nouvelle littérature allemande, s'intéressent à ce qui, dans les différentes littératures européennes, échappe au carcan de l'académisme français, et il y a des écrivains français qui se libèrent eux-mêmes de ce moule ou de ce carcan. Diderot est de cela, et il passionne, vous avez de très belles citations dans l'exposition, il passionne Goethe et Schiller comme un esprit non conformiste, expérimentateur de formes nouvelles, ouvertes. Ils ont donc à Weimar à leur disposition une collection de la correspondance littéraire qui a diffusé Jacques le fataliste de 1778 à 1780 et à la suite La religieuse de 80 à 82. Goethe, on a toute la correspondance de Goethe et de Schiller qui échangent leurs impressions et disent leur enthousiasme sur ces deux romans. Il est question de traduction, et finalement c'est Schiller qui traduit un épisode de Jacques le fataliste dans sa revue, la Rheinische Thalia, en 1785. C'est l'épisode de Madame de la Pommeraye et du marquis des Arcis, qu'il adapte sous le titre de Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache aus einem Manuskript des verstorbenen Diderot gezogen. Ensuite, Jacques le fataliste, donc, plutôt je rappelle que Jacques le fataliste n'est alors pas publié en France et pas connu,
Et c'est la première publication d'un morceau substantiel du roman, c'est donc la rétro-traduction. Donc, vous dites en allemand Rücküber. La rétro-traduction en français de la traduction allemande de Schiller, qui est publiée à Paris en 1793 sous la fausse adresse de Londres et sous le titre de la traduction « Exemple singulier de la vengeance d'une femme, conte moral, œuvre posthume de Diderot ». La traduction est d'un homme de lettres de l'époque, Doré de Longrois. Pour vous donner un exemple, et si je m'attarde un peu avant le Neveu de Rameau, c'est parce qu'on a déjà tous les problèmes qu'on va retrouver dans le Neveu de Rameau. Exemple du texte de Diderot et de la rétro-traduction en passant par Schiller. La présentation des deux personnages. Le marquis des Arcis était un homme de plaisir, très aimable, croyant peu à la vertu des femmes. Le texte est bref, condensé. Ça devient, passé par Schiller, puis par Doré de Longrois. Le marquis des Arcis était un jeune homme qui aimait ses plaisirs, charmant, insinuant, mais qui, du reste, ne croyait pas infiniment à la vertu des femmes. Là, on a quand même une dilution du texte de Diderot, où Madame de la Pommeraye était une veuve qui avait des mœurs, de la naissance, de la fortune et de la hauteur. Devient, 2 étapes plus loin, Madame de la Pommeraye était une riche veuve de qualité, parfaitement sage, remplie d'agréments et ayant beaucoup d'usages du monde, mais fière et d'un esprit hautain. La traduction complète, ou plutôt l'édition complète du texte de Diderot date de 1796, donc 3 ans plus tard. La religieuse retient ensuite l'attention de Goethe et de Schiller, mais finalement, ni l'un ni l'autre ne traduiront la religieuse, et la traduction, il y a eu 3 traductions parallèles, dont l'une à Paris par Karl Friedrich Kramer, qui est le libraire allemand installé et qui est important également à l'époque dans les relations franco-allemandes, et 2 autres éditions sous le même titre d'Inonne en Suisse, à Zurich et à Bâle. Et l'édition de Zurich commence par le fameux texte de Meister, O Mann, de Diderot, An Diderots Schatten. Durant ces mêmes années, Goethe s'intéresse aux écrits sur l'art de Diderot et traduit une partie des Essais sur la peinture. Ce texte théorique, mais à la manière de Diderot, qui ne veut pas faire de théorie, en forme de théorie ex cathedra. Et donc Goethe publie Diderot's Versuch über die Malerei en 1798. Il donne ce texte à la revue Die Propyläen. Vous voyez comment Diderot est présent à Weimar et est présent dans l'univers mental de Schiller et de Goethe. Pour que le neveu leur parvienne, il fallait 2 intermédiaires et peut-être un événement dynastique. Les 2 intermédiaires, c'est un ami de Goethe, Friedrich Maximilian Klinger, qui a quitté l'Allemagne et qui est entré au service de la cour de Russie, qui est devenu général, directeur de l'école des cadets à Saint-Pétersbourg. Et d'autre part, le beau-frère de Schiller, Wilhelm
von Vollzogen, qui est envoyé en mission à Saint-Pétersbourg. Et l'événement dynastique, c'est le mariage du prince héritier de Weimar avec une grande-duchesse russe, la grande-duchesse Maria Pavlovna. Ce qui fait que des relations sont étroites et que entre Weimar et Saint-Pétersbourg, et que le manuscrit de la satire seconde arrive à Weimar, retient tout de suite l'attention de Schiller, qui pense aussitôt à une traduction, qui engage des négociations commerciales, mais les discussions sont assez, âpres ou difficiles. Les intermédiaires que j'ai nommés veulent leur part. Le manuscrit repart en Russie. La première fois, il y a échec du projet, mais il est repris, et c'est finalement Goethe qui se charge de la traduction et qui se met aussitôt à la tâche lorsque le manuscrit revient à Weimar à la fin de 1804. Très vite, Goethe trouve le texte difficile pour un public allemand et il croit indispensable d'accompagner la traduction de portraits des personnages, de notes, et il se prend au jeu à une annotation biographique. Il ajoute des grandes notes qui relèvent d'une esthétique. Et alors par exemple, on a une note Geschmack sur le goût, et sur plusieurs pages, Diderot, Goethe développe les liens entre le goût et le génie, parle de Dubartas et de toute une série d'autres personnages. On a également une grande note sur la musique. Peu de temps après, le 24 janvier 1805, Goethe adresse sa traduction à Schiller, qui est alité, malade et qui va mourir peu de temps après, au moment où la traduction paraît pour la foire de Leipzig, sous donc le titre Ramosneffe, ein Dialog von Diderot aus dem Manuskript übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Goethe. Goethe impose ce titre qui est repris par la rétrotraduction. La première impression d'un texte sous le titre Neveu de Rameau se fait donc à Paris en 1821, chez un libraire du Palais Royal, c'est la moindre des choses, mais désormais le dialogue gardera ce titre. La première édition d'un texte réel de Diderot date de 1823, mais alors j'ai eu la surprise de constater, c'est Brière, un éditeur des œuvres complètes de Diderot, enfin presque complète, en 1823, imprime comme fausse date sur la page de titre 1821. Peut-être qu'il voulait être contemporain de la mystification des traducteurs de Goethe. Alors, lorsqu'on regarde le manuscrit autographe, qu'on n'a retrouvé que bien plus tard, de manière assez romanesque sur les quais de la Seine, dans une collection de pièces de théâtre, donc en 1890, et en 1891, on a donc la première édition du manuscrit qui désormais fait autorité, qui est le texte de référence, et qui est conservé aujourd'hui à la Pierpont Morgan Library. Le texte orthographe porte de la main de Diderot satire seconde. Il y a écrit d'une autre main, d'une autre plume, d'une autre encre, le Neveu de Rameau, mais je suis incapable, et personne, je crois, n'est capable de dire si cette inscription, le Neveu de Rameau, n'est pas ultérieure à 1821.
puisque ce manuscrit, on ne le retrouve que en 1800. J'ai toujours dit 90, et là j'ai oublié, j'ai dit 1890. 1890. Je fais une parenthèse, vous savez, comme ça, qu'un jour où je fais une conférence à Zurich, et je dis, alors c'était sur la Révolution, je dis à chaque fois très bien 70, 90, et après, une Zurichoise très distinguée me dit, mais enfin, monsieur, pourquoi vous dites cela? Nous parlons français. J'ai été troublé. Alors, quand on regarde les copies Wendel, parce que donc maintenant, on possède la copie de Saint-Pétersbourg, des copies Wendel, et la collection Naigeon comportait-elle le neveu de Rameau? On ne sait pas, parce que, comme souvent encore au début du XIXe siècle, les manuscrits qui servaient à l'impression sont détruits et disparaissent. Donc il n'y a pas dans les œuvres de Diderot publiées par Naigeon de neveu de Rameau. Je pense que le texte ne devait pas se trouver dans la collection Naigeon. Et alors, quand on regarde donc sur le manuscrit orthographe, je vous ai dit, satire seconde, et sur les autres manuscrits, on trouve différents autres titres, mais aucun n'est de la main de Diderot. Alors on a Entretien avec Rameau, Entrevue avec Rameau au Café de la Régence, et Le neveu de Rameau. Il est possible, une fois encore, que ces titres soient postérieurs. Goethe impose ce titre, le neveu de Rameau, car c'est le neveu qui le passionne dans le dialogue, et c'est par rapport à lui qu'il lit le texte. Il ne sait pas que ce neveu a existé, il pense que c'est une création de Diderot, qui donc a eu besoin, contre le modèle à la française, académique, soit en littérature, soit en musique. En littérature, c'est Racine, en musique, c'est Rameau. Diderot a eu besoin d'inventer ce personnage d'excès qui est le neveu, et toute la tradition allemande et la traduction philosophique est donc déportée du côté du neveu. Je passe rapidement sur toute une littérature qui a été une littérature plutôt savante, qui a été consacrée à la traduction elle-même. J'ai été étonné de constater que Rudolf Schlösser, qui passe parmi vous, a été republié aujourd'hui. C'est donc c'est de la philologie à l'allemande, sans jouer sur les stéréotypes, mais il y a quand même un terrible sérieux d'une certaine philologie allemande vers 1900, dont Schlösser est le représentant, et alors il passe son temps à soupçonner Goethe de s'être trompé dans sa traduction. Il trouve toute une série de faux sens. Alors, il faut rappeler que nous ne connaissons pas la copie qui est arrivée à Weimar, qui est donc une copie faite à partir du manuscrit de Saint-Pétersbourg. Nous le connaissons, mais ces manuscrits étaient Catherine II, puis Paul Ier, pouvaient accepter que l'on consulte et qu'on prenne des copies, mais ça se faisait dans des conditions qui n'étaient pas du tout celles aujourd'hui où nous vivons, moi encore à l'époque de la photocopie et vous à l'époque du numérique, où donc on a des moyens de reproduction quasiment parfaits. Est-ce que parfois Diderot a été traduit par Goethe?
à partir d'un texte qui n'est pas exactement ce qui expliquerait le texte d'origine, ce qui expliquerait certains décalages éventuels de Goethe. Alors oui, il semble y avoir une ou deux, mais pas plus, ignorances de Goethe. Par exemple, il ne semble pas avoir compris le mot croque-note, qui est, en français moderne, on a encore des croque-morts. Enfin, ça n'existe plus, mais sur le même type de construction, on avait croque-note, qui est un mauvais musicien ou un copiste. Jean-Jacques Rousseau a été un croque-note. Et là, c'est le neveu qui se plaint de tous ceux qui réussissent, qui n'étaient que de misérables copistes de musique et qui deviennent de grands personnages. Et Goethe traduit, ils étaient die elendeste Lumpenhunde. C'est très différent. Enfin, c'est relativement différent. Les autres commentateurs sont plus récents et plus généreux. Roland Mortier, mon maître, qui vient de disparaître à Bruxelles et qui a écrit un livre de référence sur Diderot en Allemagne, lui insiste sur, non pas l'autocensure de Goethe, mais les conditions qui sont celles de l'Allemagne du tout début du XIXe siècle et qui contraignent Goethe à des atténuations. Par exemple, à la fin, vous avez le neveu qui mime sa femme, qu'il rêve de prostituer. Il la décrit, il la mime, et il dit « Ah, c'était une démarche, une croupe. Ah, Dieu, quelle croupe !» Alors là, Diderot traduit, transpose croupe par Hüften, les hanches. Donc on a le mouvement, d'ailleurs, qui l'imite, mais c'est quand même moins parlant que croupe. Et enfin, le collègue germaniste Pierre Pénisson, de Paris 8, lui pense qu'il y a, de la part de Goethe, une volonté d'écart pour faire Goethe Ramos Neffe, une appropriation qui peut expliquer parfois de ces écarts. Et il faut dire aussi que le neveu de Rameau, on s'aperçoit aujourd'hui quand on présente le texte à des étudiants français d'aujourd'hui, mais il y a le même écart entre un français actuel et ce qui se passe à Paris vers 1760 qu'entre un Allemand des années 1800 et le Paris de 1760. C'est un texte très franco-français pour si vous voulez, mondainement, il est franco-français, même si, ou hexagonal, ou on dirait germano-pratin, si vous voulez. C'est très très situé sur des personnages qu'on connaît, ou alors il ne faudrait pas dire germano-pratin à l'époque où ça se passe au Palais Royal, et où Diderot habite à côté de Saint-Germain-des-Prés. La rue a été détruite quand on a construit le boulevard Saint-Germain. Donc il a sa statue maintenant, là, sur une petite place, pas exactement à l'endroit de sa maison, mais pas loin, en regardant Saint-Germain-des-Prés. Du coup, je referme ma parenthèse, mais j'ai oublié, j'en étais. Oui, il faudrait dire, non pas germano-pratin, mais palais royaliste, si vous voulez. C'est un texte qui est plein d'allusions. Et aujourd'hui, quand on édite Le Neveu de Rameau, nous-mêmes, nous sommes comme Goethe. Alors, nous n'écrivons pas des Anmerkungen comme Goethe, mais nous faisons beaucoup d'annotations biographiques et linguistiques. Donc, on peut comprendre ces transpositions de Goethe et ces écarts qui sont du même ordre que les annotations
et les commentaires. Goethe ouvre la voie aux grandes lectures et réécritures allemandes du Neveu. Alors, il y a des réécritures en France, bien sûr. Balzac s'y essaie. Jules Janin écrit la fin du Neveu de Rameau. Mais c'est en Allemagne que Diderot a eu ses premiers grands interprètes et premiers grands écrivains qui lui rendent hommage sous la forme de variations. Donc, vous le savez, je vous le rappelle pour mémoire, le Neveu de Rameau est le seul texte littéraire, dans un texte aussi peu littéraire que la Phénoménologie de l'esprit de Hegel, en 1807, où le philosophe et le neveu rejouent la dialectique du maître et de l'esclave, et où le neveu dénonce les illusions de la bonne conscience et les mensonges d'une culture trop raffinée qui arrive à s'inverser en son contraire. Donc on a la dynamique de la dialectique est portée par le neveu. De même, Hoffmann, l'écrivain, Theodor Amadeus Hoffmann, compose à la manière de Diderot, en 1809, c'est un conte, Rhetoe Gluck. Et ce Gluck-là se démène comme un beau diable, avec passion, mais avec excès, comme le neveu de Diderot. On a aussi une descendance, par l'intermédiaire de Hegel, une descendance du neveu de Rameau du côté de Marx, d'Engels. On a une lettre où Marx envoie le neveu de Rameau à Engels en lui disant qu'il faut absolument le lire. Et alors, je ne prétends pas, et personne ne prétend que c'est dans le neveu de Rameau que Marx a trouvé le mot aliénation, mais il y a le mot aliénation au sens d'aliénation d'esprit, et Goethe a traduit aliénation par Entfremdung. Plus près de nous, mais grâce à toute cette tradition à partir de Goethe, plus près de nous, Thomas Bernhardt a mis en scène un neveu de Wittgenstein, et ce neveu de Wittgenstein est aussi un homme qui a d'énormes qualités, un grand musicien, mais qui se révolte contre sa famille bourgeoise et qui subit l'exclusion de cette famille. Lorsque Thomas Bernhardt va le voir, il est enfermé dans une clinique où il est soigné pour des troubles psychiatriques. Et il faut citer encore Hans Magnus Enzensberger, qui est un grand diderotien allemand, qui a traduit plusieurs textes de Diderot, et qui, dans un hommage à Diderot, à Goethe et à Hoffmann, a imaginé un Voltaires-Neffe, dont le sous-titre est Eine Fälschung in Diderots Manier. Parce que Hoffmann avait appelé son rhéteur Gluck, enfin plutôt avait recueilli son rhéteur Gluck dans un ensemble qui était les Fantasiestücke in Callot's, Callot le dessinateur, Manier. Alors, chez Enzensberger, ce qui est intéressant, c'est qu'on a peut-être là la revanche de Diderot, mais pas contre Goethe. La revanche de Diderot, car désormais le grand écrivain célèbre
et un peu philistin, enfin installé dans ses convictions, aujourd'hui on dirait totalement politiquement correct, c'est Voltaire, qui fait une conférence, c'est donc un intellectuel d'aujourd'hui, qui fait une conférence sur le tiers-monde et sur le colonialisme, bien qu'il ait pu spéculer sur ce commerce. Et Diderot est avec le neveu de Voltaire dehors à la porte, ricanant et faisant tous les deux le mauvais esprit contre Voltaire. Alors, je trouve, bon, Enzensberger est un très grand écrivain et encore un de ces intermédiaires entre la pensée française et la pensée allemande, et je trouve il a magnifiquement vengé Diderot en le mettant du côté du neveu, mais en attaquant Voltaire à la place du Diderot du neveu. Je voudrais finir, parce que là, je vous ai dit des choses qui sont, pour beaucoup d'entre elles, dans le catalogue, et je voudrais finir de manière moins académique, puisque Goethe admire dans Le neveu de Rameau le désordre. Donc je voudrais ajouter, sinon du désordre, un troisième personnage à ce dialogue des grands esprits, qu'aimait tellement Martin Bodmer, qu'étaient Diderot et Goethe. On pourrait en faire intervenir un troisième, incarnant le XXe siècle, en suivant une métaphore sur laquelle je travaillais aujourd'hui, ces temps-ci, et donc je vous en fais part. C'est presque un scoop. Diderot. Diderot, dans l'encyclopédie, consacre, c'est l'un des plus longs articles, à la machine à tisser, à fabriquer des bas. Je crois qu'il y a de sa part aussi un peu d'ironie. C'est donc l'article bas. Et donc, dans l'encyclopédie, il consacre un très grand article aux chaussettes, les bas. Mais il joue un peu sur le contraste entre le bas et le haut. Le neveu, c'est le bas. Par opposition au philosophe, c'est le haut. Et vous avez une très longue description, assez délirante, parce que c'est une description totalement écrite, même si on a des planches à la fin, de la machine à tisser. Et il y a un paragraphe où Diderot dit « Le métier à faire des bas est une des machines les plus compliquées et les plus conséquentes que nous ayons. On peut la regarder comme un seul et unique raisonnement dont la fabrication de l'ouvrage est la conclusion. Donc la machine à faire des bas, c'est comme une œuvre littéraire ou intellectuelle. Aussi règne-t-il entre ces parties une si grande dépendance qu'en retrancher une seule ou altérer la forme de celles qu'on juge les moins importantes, c'est nuire à tout le mécanisme. Donc, on ne peut pas réduire une œuvre littéraire à un plan. C'est ce qu'on dit. On dit le contraire à nos étudiants quand on leur explique comment on fait des dissertations. Mais Diderot a une conception il décrit une machine, mais en même temps, il a une conception presque organique de cette machine, et il compare une œuvre littéraire ou intellectuelle à cette machine à faire des bas. Et il y revient dans un texte qu'il n'a jamais publié de son vivant, la réfutation d'Helvétius. Il parle... Alors, Helvétius a une vision un peu cynique du travail intellectuel, il dit, et artistique,
on écrit parce qu'on est payé. Et Diderot, au nom de son enthousiasme, lui dit non, on écrit parce qu'on est porté par l'envie d'écrire. Et il prend l'exemple de Leibniz. Il dit, croyez-vous que quand Leibniz s'enferme à l'âge de 20 ans et passe 30 ans sous sa robe de chambre, enfoncé dans les profondeurs de la géométrie ou perdu dans les ténèbres de la métaphysique, il ne pense non plus à obtenir un poste, à coucher avec une femme, à remplir d'or un vieux bahut, que s'il touchait à son dernier moment. C'est une machine à réflexion, comme le métier à bas est une machine à ourdissage. C'est un être qui se plaît à méditer. L'ourdissage étant l'opération qui consiste à mettre tous les fils de chaîne avant de commencer à passer la navette, donc à tisser proprement dit. Or, j'ai eu la surprise de trouver... Alors, on peut penser dans Faust, on a le fameux chant de Marguerite, qui a inspiré le lied que vous connaissez tous à Schubert. Mais un autre poème est plus intéressant, qui se trouve dans la bouche de Méphistophélès, je donne la traduction française, où Méphisto dit à un jeune étudiant, plein d'innocence, « Notre machine à penser est comme un métier où l'on tisse. Un coup de pied fait plus de 1000 fils sur leur lisse. La navette vole et revient. Le fil passe et l'on n'en voit rien. Et pour que l'œuvre s'accomplisse, 1000 nœuds ne forment qu'un lieu. » On a donc, je trouve, exactement la même comparaison que chez Diderot. Je ne prétends pas que Diderot soit une source pour Goethe, mais on a une rencontre. Et c'est une comparaison à laquelle Goethe tient. Parce que en 1820, il la reprend dans le texte zur Naturwissenschaft, Besonders zur Morphologie. Et là, ce n'est plus l'esprit humain qui est une machine à tisser, c'est la nature. Voyez donc, alors il reprend des vers de Faust, mais il les transforme. Voyez donc, avec un regard d'humilité, le chef-d'œuvre de la tisserande éternelle, je pense que c'est la nature, un seul pied qui appuie fait mouvoir 1000 fils, en allant et venant, les navettes se hâtent, au moment où les fils se rencontrent, ils glissent, et un seul coup produit 1000 entrelacements. Ce n'est rien là qu'elle est rassemblée par hasard, de toute éternité a tendu la chaîne, afin que l'éternel maître artisan y puisse, avec tranquillité, faire courir la trame. Donc là, la réflexion porte sur les mystères de la nature, et non plus sur les mystères de l'esprit humain. Et je reprends un article de Jean Lacoste qui a attiré mon attention sur ces reprises de Goethe. En 1827, dans la dernière édition de son vivant, le poème de 1820 est intégré à un cycle Gott und Welt sur le connaissable et l'inconnaissable, le rationnel et ce qui dépasse toute connaissance. Et là, on a, je crois, ce qui intéresse Goethe, c'est le jeu de la trame et de la navette qui tisse la toile. Et où la dernière lettre, ou une des dernières lettres connues de Goethe, en 1832, est adressée à Wilhelm von Humboldt. Il y parle de la création poétique qui naît, cette fois-ci, de la combinaison du conscient et de l'inconscient, qui sont dans les mêmes rapports, dit-il, que la chaîne et la trame. Et il ajoute, donc je traduis, cette comparaison que je fais volontiers. Donc une comparaison qu'il l'accompagne jusqu'à ses derniers jours.
Et le texte de le Faust a été lu par un grand esprit qui a été également frappé et qui va l'utiliser, c'est Sigmund Freud pour la Traumdeutung, publié en 1900. Le travail du rêve, explique-t-il, est un cheminement où se mêlent conscience et inconscient, comme la chaîne et la trame du tisserand. Et en fait, j'ai découvert ce texte de Freud parce que un psychanalyste français décédé il y a peu de temps, qui est aussi un grand écrivain, qui est Jean-Bertrand Pontalis, avait préparé un numéro de sa revue, la Nouvelle Revue de Psychanalyse, consacrée à la situation de la psychanalyse dans la France d'alors, et il avait introduit par un texte liminaire qui s'introduisait le métier à tisser. Et il y explique la métaphore du métier à tisser transmise à Freud par Goethe, et que Freud nous a léguée, est celle de notre métier. Alors il parle en tant que psychanalyste à tous les psychanalystes. Ni savants ni artistes, nous travaillons à façon, comme les couturières qui travaillent à façon. Entre le terrain de du psychanalyste et le non-territoire de la psychanalyse, des fils se tissent sans fin, comme entre chaque patient et son analyste, chaque analyste et son patient. Entre la clinique et la théorie, la navette poursuit son trajet, entre le manifeste et le latent, entre les mots et la chair. Tel est, selon Pontalis, le métier à tisser, métier à penser, métier à dire, à écrire. Et avant de conclure en une phrase, par jeu analogique, qui est la logique de Diderot souvent, j'étais étonné de découvrir que juste avant que Diderot compose son article sur le métier à bas, la grande région de développement de ces métiers, en particulier par Jacquard, c'est Lyon, et on a mis au point un système de programmation des métiers à tisser grâce à un ruban perforé qui est devenu, qu'on a transformé en carte perforée, puis en cylindres métalliques, qui sont, considèrent les spécialistes, exactement les ancêtres des programmes, des machines qui sont devenues nos actuels ordinateurs. Cette dernière remarque, donc, pour suggérer que le dialogue culturel et la continuité des esprits, le terme aurait plu à Martin Baudemer, maintenant il peut faire sourire, mais justement, cette continuité doit nous aider à comprendre le présent, et même peut-être à imaginer, c'est difficile, l'avenir. Mais est-ce que Goethe, quand il était au milieu de l'Europe bousculée par la Révolution française, par les armées napoléoniennes, il essayait de penser au-delà une Europe réunie, rationnellement réunie. Donc, parler de Diderot et de Goethe aujourd'hui, cela m'intéressait comme exemple même de passage, de transposition qui n'était jamais de l'ordre de la simple imitation, la simple passage, un passage d'une langue à l'autre, d'une civilisation à l'autre, se charge de nuances, et travailler sur ces nuances,
je trouve, c'est ce que nous pouvons, notre rôle à nous, hein, dans notre monde. Et j'avoue que c'est cela qui permet de ne pas perdre tout espoir d'un avenir qui soit un peu moins cynique et un peu plus raisonnable. Je vous remercie.